McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Have you ever had to put your plans on hold due to symptoms of generalized myasthenia gravis, or GMG? Like taking that weekend trip, talking with friends, or enjoying a meal. Learn about a treatment option that may help. Visit treatgmg.com to learn more. That's treatgmg.com. Hello, hello tout le monde, salut à tous et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. On enchaîne avec les pastilles post-draft. On a parlé des Houston Texans lors du dernier épisode et cette fois on va se consacrer aux Denver Broncos. Tonio Ajavon au micro et de nouveau pour m'accompagner Nitinia Simiong. Comment ça va Niti? Bonjour Antonio, bonjour à toutes et à tous. Ça va très très bien. Là, on va aller un peu dans le froid, mais bon, ça va quand même. Dans le froid et dans l'altitude pour parler d'une équipe qui a un peu surpris son monde la saison passée. Et donc, il y avait une draft assez intéressante dont on va parler tout de suite avec d'abord le récapitulatif de leur sélection. Il y a J.D. Barron, le cornerback de Texas, qui a été sélectionné au premier tour avec le 20e choix. R.J. Harvey, le running back de Central Florida, au second tour. Au troisième tour, Pat Bryant, le receveur d'Illinois. Au troisième tour toujours, Savion Jones, le defensive end d'LSU. Au quatrième tour, Quay Robinson, le linebacker pass rusher d'Alabama. Au sixième tour, Jeremy Croshaw, le punter de Florida. C'est assez peu commun. Et au septième tour, leur dernière sélection, Caleb Lawner, le tight end de Utah. Voilà pour les joueurs sélectionnés par les Denver Broncos lors de cette draft. Est-ce qu'il y en a un qui attire ton attention de manière positive, Niti, le meilleur choix sélectionné, enfin le meilleur choix effectué pardon, par Denver lors de cette draft? Leur meilleur choix, c'est le premier, tout simplement. Jada Barron, le cornerback de Texas, qui est très polyvalent sur la couverture. Alors oui, c'était pas un besoin prioritaire. Ok, Mhm. cornerback, safety, c'était pas vraiment un besoin prioritaire. Déjà, safety, ils ont adressé le besoin de la free agency, mais aussi cornerback parce que tu avais sélectionné Riley Moss. Mais un joueur comme ça, quand il descend, il faut le prendre. Mhm. Il faut le prendre et c'est ce qu'on fait. Les Broncos de Denver, même si c'était pas un besoin. Ça veut dire que lorsqu'ils avaient d'autres besoins, les joueurs qui avaient, par exemple, n'étaient pas sélectionnables. Par exemple, Tayen était un besoin. Les deux meilleurs Tayens ont été pris. Receveur était un besoin. Les meilleurs receveurs ont été pris. Donc là, côté de ce point de vue-là, je peux comprendre ce choix. Et donc, de ce fait, Jahdae Barron, qui était, je pense, en plus le premier cornerback appelé, ce ne peut être qu'un bon choix pour améliorer la couverture aérienne. Et je ne serais pas surpris si Barron et Surtain forment le meilleur duo de cornerback de la ligue dans quelques années. Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Les riches s'enrichissent. On a eu cette stratégie qui a été employée pendant plusieurs années par les Seahawks sur leur ligne défensive. Là, c'est un peu ce que font les Broncos avec leur backfield défensif. Ils ont pas de Surtain, ils ont Riley Moss, ils ont même Jaquan McMillan qui est un bon joueur. Mais quand un joueur de la qualité de J.D. Barron est au 20 encore disponible au 20e choix, il y a pas trop à hésiter. Parce que la valeur est juste phénoménale. Phénoménale. Et c'est marrant parce que c'est exactement aussi ce qui est arrivé à Will Johnson, qui est tombé au second tour. Donc quasiment les deux meilleurs cornerbacks, je laisse Travis Hunter dans la catégorie spéciale qu'il est, en dessous de Travis Hunter, les deux meilleurs running backs ont été sélectionnés bien après qu'ils devaient être sélectionnés finalement. Donc un joueur de cette qualité, même si tu n'en as pas besoin, tu le prends. T'as jamais trop de bons joueurs dans une équipe de football. Parce que les blessures peuvent vite arriver, parce que tu peux toujours les changer plus tard et là récupérer encore de la valeur sur un autre poste. Donc, non, non, c'est une sélection vraiment géniale. Et pour moi, le meilleur choix, c'est le suivant. C'est R.J. Harvey, le running back de Central Florida.
Alors d'abord, avant de parler du joueur, c'était un besoin, tout simplement. Javonte Oui. Williams est parti cette intersaison. Il fallait un running back. Et moi, ce que je dis toujours, je note aussi le processus de réflexion dans la draft, plus que l'évaluation des joueurs, parce qu'on peut être en désaccord. Et voilà, certains trouvent un joueur meilleur qu'un autre évaluateur. Mais le processus de réflexion, normalement, on a tous les mêmes critères. Et là, le fait qu'ils soient descendus, qu'ils aient profité de cette classe de running back qui est assez incroyable pour récupérer un joueur qualitatif, c'est la marque d'un processus de réflexion qui fonctionne. Voilà, c'est un front office et des dirigeants qui réfléchissent bien et qui en plus sélectionnent un joueur que moi j'apprécie. RJ Harvey, alors il est plutôt petit, plutôt court sur pattes, mais très très productif à l'université. Il est aussi puissant. C'est presque un peu un Ashton Genty du pauvre, si je peux m'exprimer ainsi. Un profil assez similaire qui a un équilibre et une faculté à casser les plaquages qui est assez phénoménal. Puis voilà, quand il prend la balle, ça peut être explosif sur de longues durées. Pour les amateurs de fantasy, notez ce nom parce qu'il aura beaucoup, beaucoup de ballons et je pense il va faire le maximum des opportunités qu'on va lui donner. Lui, en plus, tu sais, il joue à UCF. Donc, c'est pas forcément une université, on va dire, dans les premières universités des grandes conférences. Tu vois, donc Central Florida. Mhm. Mais, pardon. Moi, je trouve que ce choix était un peu haut, personnellement, voilà. Mais c'est un besoin prioritaire. Donc, il fallait prendre un running back. Et si c'était lui qui était évalué par Denver comme le running back suivant à être pris, il fallait donc le prendre. Mais après, tu parles de production. Moi, j'ai les chiffres. 1577 yards à la course, 25 touchdowns. Waouh, c'est très fort hein, ce qu'il a fait. Après, à UCF, c'était lui la principale menace. Hein, on va pas se mentir. Mhm. Je pense qu'à Denver, il aura des portées, il aura beaucoup de snaps et comme tu le disais, c'est très bien pour la fantasy. Moi, je trouve que c'est un peu haut, mais ça reste un bon choix. Très bien, on est à peu près d'accord sur les meilleures sélections. Peut-être qu'on sera en désaccord sur les plus mauvaises. Quel est selon toi le plus mauvais choix effectué par Denver lors de cette draft? Alors, je sais pas si on peut parler de mauvais choix, parce que en fait, moi, c'est un choix on va dire que j'aime bien. Enfin, pour moi, j'ai mis bon choix, mais un peu haut. Par exemple, leur troisième tour, tu vois, Pat Bryant, le receveur d'Illinois. Il a été très productif aussi à Illinois, 984 yards, 10 touchdowns. C'était un besoin prioritaire, receveur, pour aller avec Troy Franklin, avec Courtland Sutton et d'autres joueurs. Mais je sais pas si au troisième tour, ça valait le coup de le sélectionner. Tu vois, mais ça, je vais le laisser de côté, on va dire. Le troisième tour, pas de problème. Pour moi, le plus mauvais choix, par contre, c'est le quatrième tour. C'est Kay Robinson. Ouais. Parce que déjà, il a rien fait à Alabama, alors que pourtant il a des coéquipiers qui peuvent être double teamés, qui peuvent être pris à deux, et lui, bah, il a rien fait durant son cursus universitaire en 3 ans. Je sais même pas ce qu'il fout là, en tant que drafté déjà, en quatrième tour. Moi, je voulais limite plus un defensive tackle à ce poste-là. Donc même en rotation de Nick Bonito ou de Jonathan Cooper, je sais même pas ce qu'il va apporter. Donc c'est pas un bon choix pour moi ce quatrième tour, sachant que tu avais déjà pris Savion Jones, qui est pour moi un meilleur choix au troisième tour donc que celui du quatrième tour qui est Robinson. J'aimerais faire le podcasteur et l'analyste original, mais je vais te rejoindre et ça va être exactement le même choix que toi. Pour moi, Quay Robinson, alors déjà à Alabama, il avait du mal à trouver du temps de jeu parce Mhm. il y avait évidemment du monde devant lui, mais euh, si tu es un joueur qui est projeté pour aller en NFL, tu dois pas avoir des difficultés à faire ton trou à l'université aussi réputée soit-elle. Donc voilà, il n'a pas réussi à faire son trou là-bas. Je vois pas comment il va faire un trou plus gros en NFL. Alors, a priori, je pense qu'ils vont l'utiliser aussi sur équipe spéciale parce que en dehors de ça, Mhm. ouais, sur le terrain, il va quoi? Il va jouer, je sais pas, peut-être 10 snaps par match, quoi. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser un quatrième tour? Enfin, les quatrièmes tours, certaines équipes le prennent un peu comme ça à la va-vite, mais ça reste quand même un choix intéressant. Il y a beaucoup de titulaires
parfois aux postes les plus importants qui ont été sélectionnés au quatrième tour. Là, il y avait encore des joueurs intéressants disponibles et surtout à d'autres postes. Tu l'as très bien dit, quand tu prends Savion Jones juste un peu plus tôt, voilà, c'est un doublon qui est pas nécessaire et en plus un doublon sur un joueur qui, à mon sens, n'est pas forcément très prometteur. Donc oui, non, c'est pas une sélection très opportune à mon avis. On va passer à la catégorie suivante. Là, encore une fois, on était d'accord. Peut-être que là, enfin, on aura des avis un peu différents. Le joueur qui aura le plus d'impact lors de sa première saison chez les pros. Je te laisse la parole, Niti, le rookie le plus impactant des Broncos cette année. Oh, bah écoute, je vais pas être très original, c'est RJ Harvey. Mhm. Leur deuxième tour qui va être impactant, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, je vais encore le redire, mais il a la capacité pour être un running back numéro un dès la première semaine. Parce que derrière lui, c'est Jalen McLaughlin et Audric Estimé. Bon, voilà. Je Ouais, pense que il a un coup à jouer pour devenir le porteur numéro un de Bonix et de l'attaque des Broncos. Donc c'est à lui de faire le travail. Il est aussi très bon en réception, hein, qui est un peu sous-estimé pour moi, même s'il a eu des défauts dans ce domaine. Mais dans une attaque très polyvalente du côté de Denver à base de petites passes courtes, mais aussi de jeu au sol qui peut être intéressante au vu notamment de la qualité de la ligne offensive. Je pense que c'est lui qui aura plus d'impact, beaucoup plus peut-être qu'un Jade Barron en défense ou un Pat Bryant sur l'attaque aérienne. ouais, absolument rien à ajouter là-dessus. J'en ai parlé un peu plus tôt, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour changer un peu, et puis surtout parce que je le pense, je pense que Savion Jones aura un gros impact dès sa première saison. Alors Savion Jones, c'est un joueur qui a un physique quasiment rêvé hein, pour la NFL moderne. Il est grand, il est costaud. A priori, defensive end dans la défense 43 des Broncos. Euh, bon, est-ce qu'il manque un peu de régularité? Oui, mais il a des attributs physiques avec un premier pas qui est assez redoutable, qui font qu'à mon avis, il va être très utile, notamment sur les troisièmes tentatives, sur les tentatives où il y a encore beaucoup de yards à gagner pour les équipes adverses, où là, sa pression pourrait être utile, donc en gros pour empêcher les actions de passe, tout simplement les actions aériennes. Et même, il pourra peut-être être décalé à l'intérieur de la ligne défensive pour couvrir les tight ends ou les receveurs du slot. Donc c'est un joueur qui, sans être forcément titulaire dès sa première année, pour moi, on va le voir sur le terrain. Et grâce à ses qualités physiques, même si c'est pas un joueur tout à fait raffiné encore, il va pouvoir faire un peu de bruit et se montrer. On entendra parler de son nom dès sa première saison. Écoute, moi j'aimais beaucoup Sevion Jones il y a quelques années. Il a un peu baissé le pavillon dernière année universitaire et puis le processus draft il est pas bon. Voilà, de la part du joueur de LSU. Ouais. Ce qui explique qu'il est descendu, mais pas trop, on va dire, parce que troisième tour reste tout de même une bonne sélection pour lui. Voilà, c'est parce que LSU a été assez catastrophique défensivement l'an dernier, mais c'est pas de sa faute, on va dire. Donc voilà, mais honnêtement, troisième tour, très très bon joueur et je pense que voilà, derrière Jonathan Cooper et Nick Bonito, il sera pas de trop, loin de là. Ouais, tout à fait. J'aurais pu parler, si j'avais envie d'être un peu rigolo, de Jeremy Crochet, le punter de Ah bah Florida. oui, parce que Parce- Punter a people too, comme on dit, hein. Ben, bien sûr. Et puis il y a une Ouais. vague de punters australiens là dans la ligue qui arrive, donc pourquoi pas. Ah Hein, bah oui. mais en vrai, c'est parfois Ouais. important, c'est même souvent important un bon punter Ah bah c'est quand on est en très difficulté. important. Tout à fait. Mais voilà, on s'arrête donc sur Savion Jones et sur RJ Harvey pour les rookies les plus impactants. On va terminer cette pastille comme toutes les autres avec une note globale. Je vais te laisser donner toi ta note d'abord pour cette draft de Denver, Nitti. Bah écoute, dans l'appréciation, déjà, j'aurais aimé un pur défensif tackle. Mhm. Déjà. Dans cette draft, je pense que c'était un vrai besoin pour moi à ce poste-là. Euh, Il n'y a pas de centre dans leur draft non plus. Il n'y a pas l'intérieur de la ligne offensive qui a été considéré. Même si Quinn Manners est très bon. Voilà, même, c'est même l'un des meilleurs gardes de la ligue. Mais j'aurais préféré un centre.
aussi dans cette draft. J'espère qu'ils vont le trouver peut-être plus tard. Mhm. Mais Bonix a besoin d'aide en tout cas sur la ligne offensive et j'aurais aimé que la ligne offensive soit considérée plutôt que des joueurs d'impact. Même si les joueurs d'impact c'est très important dans une draft, j'aurais préféré avoir un peu d'aide pour Bonix. Par exemple, leur septième tour, tu vois, Caleb Loner, je sais pas à quoi il va servir, tu vois, par exemple. Tu vois, j'ai pas dit que c'était un très bon choix, je sais pas à quoi il va servir. Déjà, c'était un basketteur avant de jouer Ouais. avant de jouer footballeur, donc je sais pas quel est le message, tu vois, que tu donnes à un joueur drafté comme lui pour les joueurs qui ont passé 4 ou 5 ans à l'université qui sont non draftés. Tu vois, donc je sais pas quel message que t'envoies. Bon, après, voilà, passer le sixième, septième tour, quand même, les choix du premier tour sont très bons. Donc, ça augmente un peu la note, mais j'avais pas plus haut qu'un 6 sur 10. J'avais pas plus haut qu'un 6 sur 10. Ils peuvent pas avoir plus pour moi parce que il y a quand même des choix qui m'interpellent un peu, mais les premiers choix, au moins, sont très bons. Moi, je vais donner exactement la même note que toi, mais pas forcément avec les mêmes arguments. J'adore les deux premiers choix. J'adore évidemment J.D. Barron à ce niveau-là et RJ Harvey. Même si toi tu penses qu'il est sélectionné un peu plus tôt, moi je pense il aura largement sa place et de quoi prouver que c'est un joueur qui mérite une sélection au second tour. Mais pourquoi je donne la même note que toi finalement? Alors que j'aime bien ces deux premiers joueurs. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez pour moi de titulaires potentiels qui a été drafté. Parce qu'à part ces deux joueurs-là, Pat Bryant, je ne vois pas le chemin qu'il va emprunter pour se frayer une place sur le terrain cette saison. Et même les saisons suivantes, parce que Devon Vele est plutôt jeune. Cortland Sutton, il a montré de bonnes choses la saison passée. Il n'est pas âgé non plus. Payton, le coach Sean Payton a beaucoup parlé de Marvin Mims et de Troy Franklin pendant l'intersaison. Alors pour le coup, ce ne sont pas des joueurs très confirmés, mais il a vraiment dressé leur louange, donc je pense qu'il leur prévoit une place importante, en tout cas lors du camp d'entraînement, et ils auront largement l'opportunité de gagner leur place. Et où est-ce que Pat Bryant va se faufiler dans tout ça, je ne vois pas. Sevion Jones, j'en ai parlé, je pense qu'il aura un impact, mais ce ne sera pas en tant que titulaire. Quero Benson, voilà, on en a parlé également. Bah, pour le coup, Jeremy Crenshaw, pardon, lui va jouer. Donc, Ouais. ok. Mais derrière, et puis voilà, Caleb Loner. Enfin, bon, tu regardes la draft, tu ressors avec deux titulaires. C'est léger, quoi. Deux titulaires, si tu me dis que c'est une équipe qui est déjà contender, qui est quasi sûre de jouer les playoffs, ok, d'accord. Mais pour une équipe qui est encore en reconstruction, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas qui est toujours en développement, il faut plus de talent, quoi. Et là, voilà, je suis je reste un peu sur ma faim, malgré les deux très bonnes premières sélections, donc 6 sur 10, exactement comme toi. Ouais, je suis d'accord. Et surtout pour rajouter sur Pat Bryant, euh, Sean Payton a dit qu'il a vu des flashs de Michael Thomas. Voilà pour selon lui. J'attends de voir, hein, parce que moi sur les vidéos que j'ai vues, moi j'ai pas vu Michael Thomas là, hein. Moi j'ai plus vu du Taekwon Smith ou des choses comme ça. Donc pour aller sur un receveur des Saints, tu vois si tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire. Donc tout à fait. bah, franchement, je sais pas comment il va faire effectivement, malgré des statistiques intéressantes à Illinois. Mais je te rejoins sur l'argument. Il y a beaucoup trop de receveurs déjà du côté des Broncos, donc un troisième tour, je pense que c'était pas nécessaire Hmm. pour Pat Bryant. Eh ben, on va terminer ce podcast finalement assez consensuel entre nous deux, cette pastille sur les Broncos. On se rejoint finalement sur pas mal de points, pardon. Toute l'actualité des Broncos, des autres équipes de la Ligue est évidemment à retrouver sur notre site internet touchdownactu.com. Sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier. Et puis, ben, on continue les pastilles parce qu'il reste encore d'autres équipes à analyser. Ça arrive dans les prochains jours, mais pour les Broncos, voilà, c'est fini. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Niti, de m'avoir accompagné. Merci à toi, Tonio, et puis à la prochaine. À très très vite. Ciao à tous. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history.
Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. And we're back, folks. It looks like Jim from sales just got in from his client lunch, and he's got receipts. His next meeting is in 2 minutes. The team is asking, can he get through his expenses in that time? He's going for it. Is that his phone? He's snapping a pic. He's texting Ramp. Jim is fast, but this is unheard of. That's it. He's done it. It's unbelievable. On Ramp, expenses are faster than ever. Just submit them with a text. Switch your business to Ramp.com.